Le média à la place de CNews ou BFM ? Oui ou non ? Rendez-vous sur tnt.lemediatv.fr. Salut à toutes et à tous et merci de regarder ce nouvel opus de l'œil de Moumou, la chronique média de Mourad Guichard. Mourad Guichard est un journaliste indépendant qui porte sur notre paysage audiovisuel et médiatique un regard acéré toutes les semaines sur le média. N'hésitez pas à faire connaître cette chronique autour de vous. N'hésitez pas également à aller sur tnt.lemediatv.fr pour nous soutenir au moment où nous nous préparons à être auditionnés par l'Arcom parce que nous voulons avoir un canal TNT. Ce sera une audition en juillet prochain. Soutenez-nous. Salut Mourad. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toi Théo. Comme le veut la tradition, on commence par les tops et les flops, mais avant, un préambule. Oui, un petit préambule avec deux tops. Alors un top particulier à Emmanuel Kérad, pour qui notre confrère de France Inter, pour qui j'ai une pensée particulière, qui a été viré comme un malpropre par France Inter après 24 années de bons et loyaux services. On va voir le tweet qu'il a posté pour l'annoncer. 24 années de bons et services auprès de la librairie francophone, donc qui est reconnue à la fois par les libraires, à la fois par les écrivains, qui était vraiment une référence absolue. Et voilà donc ce qu'il écrit sur son compte Twitter. La dernière librairie francophone, c'est ce week-end, cause campagne législative. Sidération d'être congédié avec une telle brutalité après 24 ans sur France Inter, sans faute, sans dérapage, entre guillemets. On voit à quoi il fait allusion, évidemment, à Guillaume Meurice. Sans démérite, sans raison éditoriale annoncée. Merci à tous les soutiens. Il met un cœur et un hashtag service public pour rappeler à quel point il y est attaché. L'autre top va aller à Corinne Parmentier qui vient de lancer sur Twitter et sur les réseaux sociaux en général une pétition contre la désinformation et le militantisme de certains journalistes. Alors je vais vous laisser voir les coordonnées de la pétition sur change.org. Évidemment, je vous invite à aller la signer. Et c'est parti pour les tops. Alors le premier top va à Gilles Legendre, le très fidèle, la fidèle voix de la Macronie, le très fidèle de Macron et de tous les gens qui sont au pouvoir, d'ailleurs de tous les premiers ministres qui se sont succédés. Eh bien, Gilles Legendre est un homme heureux et c'est pour ça que je voulais lui adresser un flop. Il est heureux de ne pas avoir été investi par Renaissance car grâce à ça, il retrouve enfin sa liberté. Donc c'est assez drôle parce que c'est souvent quand les gens sont comme ça écartés ou dégagés des ministères, ils disent qu'enfin ils retrouvent leur liberté et évidemment c'est une espèce de placebo ou plutôt de méthode couée assez ridicule. Je vous laisse l'écouter. En me retirant l'étiquette Renaissance, ils m'ont rendu ma liberté. Alors ? Et j'ai l'intention de m'en servir. En voilà un désinvesti qui fait moins parler de lui dans la chronique des médias que les désinvestis de la France Insoumise. Oui, on peut le remercier pour laisser un peu de place à d'autres sujets, à d'autres débats. L'autre top, alors là c'est un top un peu plus sérieux, il va aller à notre confrère Jordan Guéant qui anime France 3, sur France 3, Dimanche en politique. Alors Dimanche en politique, c'est une émission qu'on connaît nationalement. Il y a des déclinaisons dans chaque région. Ici, on se trouve, je crois, en Isère. Et le journaliste va tenir tête au candidat à sa réélection RN Alexis Joly, qui va lancer comme ça une espèce de petite pique sur la privatisation du service public. Il ne s'attendait pas, Alexis Joly, à la réponse de Jordan Guéant que je vous laisse écouter. Et puis surtout, privatiser le service public, notamment. Bien privatiser sûr, le service public, désolé pour c'est-à-dire vous, mais j'espère que vous pourrez retrouver de bonnes conditions de travail et j'en suis sûr, vous ne vous inquiétez pas, on prendra soin de vous. Vous me forcez, alors je suis désolé Alexis Joly, mais vous allez me forcer à sortir de ma réserve et après je vous redonnerai la parole. J'ai pas fini. Privatiser le service public, je suis désolé, alors je vais sortir un petit peu du rôle du journaliste, mais j'ai un peu l'impression là, sans vouloir vous offenser, que vous crachez dans la soupe que vous êtes en train de boire. En fait, le service public de l'audiovisuel, c'est exactement lui qui vous donne la parole aujourd'hui, qui permet de faire vivre cette campagne électorale comme aucun autre média. C'est le service public de l'audiovisuel qui vous permet de vous adresser à vos électeurs et peut-être de vous faire réélire. Donc ça donne un petit peu une impression assez étrange d'entendre des responsables politiques, quels qu'ils soient, dire qu'ils vont privatiser le service public. Vous faites un excellent journaliste, vous faites un très bon travail. C'est pas la question. Voilà. Et j'ai plein d'autres collègues qui font très bien leur travail aussi, qui ne sont pas à l'antenne et qui s'inquiètent aujourd'hui effectivement de tout ça. Et il y a aussi parce que le service public de l'audiovisuel, Monsieur Joly, et le service public en général, s'il vous plaît, et après je vous rends la parole, le service public en général, vous qui dites vouloir défendre les gens qui n'ont pas ou qui ont peu de patrimoine, il faut quand même savoir que le service public en général, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et bim. Et ouais, ça fait du bien d'entendre ça. Franchement, c'est très agréable et bravo et merci à lui. Il a eu du courage. Il aurait pu avoir des sanctions comme d'autres en ont eu sur d'autres chaînes du service public. Et peut-être que son interlocuteur s'est dit, à
attend le 8 juillet. C'est possible aussi, on va le savoir assez rapidement. Et ton prochain top? Oui, alors c'est pareil, on est toujours sur le fait de vouloir en rire un petit peu. On s'embête à construire des argumentaires, à déconstruire un certain nombre de discours. Et puis il y en a comme ça qui... Alors en l'occurrence, il s'appelle Crab Jack, qui lui a juste fait un petit ajout sur un discours, un très court discours de Macron. Et vous allez voir, je trouve ça d'une efficacité assez remarquable et c'est assez déconcertant. Je vous laisse écouter. Mais moi, je n'ai jamais pris nos compatriotes pour des imbéciles. Et j'ai l'impression, dans le débat médiatico-politique qu'il y a aujourd'hui, qu'on dit au fond, les gens vont faire quelque chose de terrible parce qu'ils sont fous. Non, les gens, ils disent leur colère. Moi, je dis, ça m'a pas fait plaisir dimanche. Ça fait 7 ans que je travaille comme un fou pour que le pays aille mieux, que les réformes avancent. Donc je l'ai pris pour moi. J'ai dit, on doit absolument redemander aux Françaises et aux Français de clarifier. Et leur dire aussi qu'on a compris, il y a des choses qui vont changer. On a compris ce qu'ils disaient sur le ras-le-bol des questions d'insécurité, d'immigration. Il faut aller plus vite, plus fort. Il faut des choses maintenant massives, ça doit changer. Les archives de l'INA sont souvent en phase avec l'actualité. Oui, ils ont des community managers, comme on dit en breton, assez efficaces, puisque depuis plusieurs mois maintenant, ils se calent sur l'actualité pour poster des archives souvent précieuses. Et là, ils ont joué un petit truc, ils ont lancé un petit jeu, à savoir deviner qui est-ce dans sa jeunesse. Et évidemment, vous allez trouver assez facilement, mais je vous laisse regarder cet exemple d'archives de l'INA, donc exhumé dans leurs millions et millions d'heures d'archives audio et ciné. Et ce reportage remonte à quelques décennies, peut-être toutes petites décennies, mais vous allez voir, on retrouve tout de suite la patte de la personne qui est interviewée. À Nantes, il n'y aura pas de manifestation du Front National. Enfin, c'est pas, ils n'appellent pas à manifester à Nantes, ça sera à Paris. Le Front National est particulièrement faible, comme l'ont montré les résultats des élections en Loire-Atlantique. Donc les seuls risques, c'est s'il y a une personne du Front National qui se cache dans la manif et qui essaie de faire le casseur. Alors je ne sais pas si tu aurais trouvé. Non. Non, d'accord. Bah, je pense que derrière votre écran, vous avez deviné qui c'était. Et Thomas Piketty, c'est un gladiateur de plateau de télé. Oui, alors il s'est lancé dans une arène plus que populiste et il va s'en prendre plein les dents, mais en restant zen, en restant calme. Et on voit sur son visage qu'il est complètement dépité par les arguments avancés par le couple Wessner, de nouveau, et Consigny, qui vont sortir quelque chose de complètement aberrant à propos de la dénonciation des discriminations. Je vous laisse regarder. La jeunesse, elle est très mobilisée sur cette question des massacres à Gaza. Elle est aussi très mobilisée, et c'est une autre question, vous avez raison, sur la question de la lutte contre toutes les discriminations, contre tous les racismes, y compris l'antisémitisme, y compris le racisme anti-musulman. Et cette jeunesse, sur ces questions, sur l'ensemble de cette question, je pense vraiment qu'elle a des leçons à apporter aux classes d'âge les plus âgées. Enfin, je dis ça, je veux dire... Non, c'est vrai, il nous faut des nouvelles leçons contre les discriminations. Oui. Ça nous manquait. Oui, c'est vrai que ça a des leçons contre les discriminations. On n'en a pas assez toute la journée sur toutes les chaînes de télévision et toutes les radios et tous les... Ah non, moi... Attendez, vous n'avez pas cherché à avoir un entretien d'embauche avec le mauvais nom de famille. Ah, bah bien sûr. Mais bien sûr. Mais je vous en supplie. Ça, hein. Mais envoyez-moi vite une leçon contre les discriminations. Ouais. Je vais la regarder ce soir avant de m'endormir. Non mais attendez. Mais vous pensez pas que c'est à cause de ça que les gens votent Bardella? Vous pensez pas que c'est parce qu'ils en ont ras-le-bol justement de se prendre des leçons du matin au soir qu'ils finissent par voter pour des gens comme Bardella? Mais posez-vous la question quand même. Écoutez, les gens en ont ras-le-bol de ça au bout d'un moment. Ils veulent pas avoir dans la vie que des impôts, des éoliennes et des leçons contre les discriminations. Ils ont quand même envie de respirer à un moment donné. Mais c'est juste suffocant. Je vous entends depuis tout à l'heure et je me dis mais c'est pas possible cette gauche. Mais on étouffe quoi. C'est juste insupportable. Voter pour l'Alliance. Mais c'est juste un... Mais non, j'ai pas envie d'être poussé à ça. Voilà, à aucun moment, Consigny, par exemple, ne dit que c'est parce que, justement, Bolloré est omniprésent, parce qu'on a des émissions qui parlent de manière permanente, qui font la promotion de manière permanente du RN et des idées racistes et des idées fascistes, que peut-être ça rentre dans les têtes et que ça finit par aboutir à un vote pour le RN. Non, c'est la lutte contre les discriminations qui est la cause de la montée du RN. C'est absolument sidérant. Et c'est parti pour les flops. Oui, alors, on revient à Rachel Kahn. Il y avait un petit moment qu'on n'avait pas parlé d'elle. Rachel Kahn, donc cette fameuse experte en carton qui fait partie de la bande organisée du Printemps républicain, qui écrit dans un certain nombre de magazines de droite, dont Franc-Tireur. Et elle va avancer, sans que personne ne bronche, une
thèse absolument incroyable, puisqu'elle va dire que la France n'accepte plus, déjà j'aime bien quand on dit les Français, la France, ça ne veut absolument rien dire, mais qu'il n'accepte plus les extrêmes. Dans sa tête, dans son cerveau, les extrêmes, évidemment, englobent la France insoumise, notamment. L'extrême, c'est la gauche et l'extrême droite. Ouais, c'est ça, en gros. Ce qui n'est pas Macron compatible. C'est ça. Et quand on additionne toutes les voix de l'extrême droite et toutes les voix de la gauche, on obtient plus de la moitié des suffrages. Et je ne comprends pas comment on peut dire une ânerie pareille. Je vous laisse juste écouter. Je trouve que le danger aujourd'hui, c'est que d'un côté, on a des antiracistes antisémites, et de l'autre côté, on a des dits antisémites qui sont xénophobes. Lesquels donc extrême droite, on est dans une société clivée, extrême droite, extrême gauche, avec un peuple qui ne se reconnaît plus, à mon avis, dans ces partis clivants. Et j'aimerais, j'en profite pour demander à Public Sénat de faire un peu de tri quand même. C'est une chaîne sérieuse, une chaîne de service public qui a prouvé qu'elle faisait le job. Il faudrait peut-être qu'elle fasse un peu le tri sur ses invités. C'est un peu insupportable d'entendre ça sur le service public. Ce n'est quand même pas un vulgaire LCI, Public Sénat, normalement. Normalement, mais là, avec cette fameuse fenêtre d'Overton, ils sont en train, s'ils ne font pas attention, d'en prendre malheureusement le chemin. Et je le regrette profondément. De se pujadiser. On va dire ça, comme ça. Sans ajouter un O avant le U. Alors, courageux, le Rassemblement national, mais ni téméraire, ni très fan de vérité, selon toi. Oui, absolument. Alors, c'est complètement stupide parce qu'en fait, ça serait passé inaperçu s'il était venu sur le plateau. Voilà. Il s'agit de Pierre-Romain Thionnet, qui est un cadre du Rassemblement national et dont l'un de nos confrères, sur le plateau, juste avant qu'il arrive, donc il était dans la loge, juste avant qu'il arrive, va rappeler son passé de gudard, de violent, d'extrémiste de droite. Le GUD qui est un mouvement d'extrême droite. Oui, que même Darmanin envisage de dissoudre. C'est pour vous dire un peu le niveau du truc. Et donc, il va entendre ce reportage depuis la loge et finalement, il va bouder et ne pas venir en plateau parce que finalement la vérité c'est pas, voilà, il n'est pas trop fan, me semble-t-il. Je vous laisse regarder. C'est lui qui mène ses troupes à l'assaut des étudiants de gauche à Nanterre. Il les mène et il les suit sur les images. Oui, il les suit bien sûr. Je veux dire, c'est lui le patron du syndicat à ce moment-là. Donc il participe. Et dans le même temps, si je peux simplement terminer, mais dans le même temps, on est donc en octobre 2019, il est l'assistant parlementaire de Jordan Bardella au Parlement européen. C'est ce genre de personnages assez radicaux pour qui manifestement la violence est un outil en politique, on le voit bien sur les images. Il n'y a pas que ces images-là, il y en a d'autres avec Pierre-Romain Thionnet, on peut les trouver sur Internet. Manifestement, la violence semble être un outil légitime en politique. Et lui, ce serait quelqu'un qui serait même très proche de Jordan Bardella, qui pourrait avoir un poste important en cas de... On pourrait tout à fait l'imaginer. Au pouvoir de toute façon, ils se connaissent depuis 5 ans, ils ne se quittent plus, Jordan Bardella et Pierre-Romain Thionnet. Donc évidemment que Pierre-Romain Thionnet suivrait Jordan Bardella à Matignon. Pierre-Romain Thionnet devait être avec nous sur ce plateau dans un instant. Il refuse de venir, il a vu la séquence en coulisses. Est-ce qu'il devrait, selon vous, venir sur le plateau pour en parler? Est-ce que ça vous étonne? Moi, on m'appelle, je viens, voilà, je téléphone. C'est un tribunal, il y a une convocation. Non, mais on a envie de comprendre des évolutions de comportement et des cohérences de personnes. Vous n'avez pas parlé à sa place. Je ne vais pas parler à sa place, vu les images. Le pauvre chouchou. Bah ouais, les malheurs comme ça, on parle de nos problèmes à nous, mais on ne mesure pas que parfois il y a des gens qui souffrent beaucoup plus. Darius Rochebin, et tu l'as épinglé cette semaine. Oui, alors c'est pas exactement lui que j'épingle, je l'ai mis dans les flops pour une raison que vous allez comprendre, c'est qu'il reçoit Serge Klarsfeld. Alors certes, il est face à un vieux monsieur, mais un vieux monsieur au passé héroïque, on peut dire. Là, pour le coup, c'est un terme qu'on peut utiliser le concernant par rapport à la chasse aux nazis qu'il a fait avec Beate, son épouse. Et là, il annonce tranquillement qu'il va voter Rassemblement National et que le Rassemblement National n'est plus antisémite. C'est juste complètement sidérant. Mais ce qui m'inquiète, c'est la réaction de Darius Rochebin qui, il y a quelques années encore, je pense, peut-être 10-15 ans, aurait bondi en disant « Mais comment vous pouvez faire ça? Comment vous pouvez, ne serait-ce que pour la mémoire des victimes de la Shoah, comment pouvez-vous assurer que le RN aujourd'hui n'est plus antisémite ?» Je vous laisse écouter cet extrait où vraiment on a l'impression d'être dans un salon à parler de tout, de rien, de la pluie, du beau temps, avec un caniche au pied. Vous aviez signé une tribune pour faire barrage au RN dans le face-à-face Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Aujourd'hui, vous avez cette position. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est que le Rassemblement national soutient les Juifs, soutient l'État d'Israël, et qu'il est tout à fait normal, vu l'activité que j'ai eue ces 60 dernières années, qu'entre un parti
antisémite et un parti pro-juif, je voterai pour un parti pro-juif. Vous savez que ce sujet divise, y compris les Français de confession juive. Le grand rabbin Corsia était notre invité, lui disait « Attention, on peut soutenir Israël, disait-il, aussi pour de mauvaises raisons ». Est-ce que vous pensez cela, qu'au fond, au RN, beaucoup sont peut-être pour soutenir Israël, mais surtout contre le monde arabe? C'est pas pour de mauvaises raisons, c'est parce que je suis optimiste toujours et que la grande victoire et la seule victoire remportée sur l'antisémitisme, qui est une véritable maladie, eh bien c'est le fait que les partis d'extrême droite en Europe occidentale, et en Europe centrale aussi, sont devenus des partis qui ont renié l'antisémitisme. D'ailleurs, c'est tellement vrai que le RN n'est plus un parti antisémite que je vous laisse regarder cette image, cette capture d'un tweet qui ne date pas de si longtemps que ça, de quelqu'un qui est candidat à la députation et qui a tenu ses propos sur la Shoah et le gaz. C'est absolument hallucinant, la preuve qu'ils sont toujours là. Alors, Gérald Darmanin, il s'est coupé, il s'est arrêté de bosser pour s'occuper de sa famille. Oh, c'est beau, c'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est Martine à la maison. Darmanin, donc, c'était la fête des pères, donc dimanche, il y a quelques jours de cela, et il explique, alors qu'on lui a rien demandé, hein, il explique que il a été sollicité par des associations, mais que non, là je suis en off, on va voir le tweet à l'écran, je suis en off, je m'occupe de mes enfants, laissez-moi tranquille. Sauf qu'il poste une photo où on le voit en costard. Alors, il a rarement de cravate d'ailleurs, Darmanin. Il est en costard, en chemise blanche, son épouse a des chaussures, c'est ce que m'ont fait remarquer les internautes. Donc on est dans une situation de photo de Compol, quoi, de quelque chose de l'ordre de la propagande. Alors je crois que c'est une image qui est extraite d'un book de Paris Match qui avait fait quelque chose de complètement laudatif le concernant. Sauf que quand on s'occupe de ses enfants le dimanche, a priori on n'est pas habillé comme ça. D'abord on n'a pas à le faire savoir, mais on n'est pas habillé en veste, en costard, en chemise blanche. Moi quand je m'occupe de mes enfants, je suis pas dans cette tenue-là. Donc quitte à faire de la propagande politique, autant se mettre en survêt ou alors avec un pull Lacoste sur les épaules. Mais là, je trouve ça absolument ridicule. Et d'ailleurs, les internautes ne s'y sont pas trompés. Mais vous n'avez pas les mêmes valeurs, voilà tout. Ça doit être ça. Il y a une figure de la Macronie qui aurait dû se taire. Oui, c'est Sarah El Haïry. Alors, je dois, par honnêteté, nous enregistrons le jeudi, aujourd'hui nous enregistrons jeudi, elle a depuis présenté ses excuses en disant qu'elle a peut-être choqué du monde, et je pense que oui, elle a choqué du monde, puisqu'elle a fait un rapport, la ministre à tout et à rien, notamment au SNU, a fait un rapport entre l'homophobie, donc les agressions homophobes, notamment dans les rues de Paris, et un appel fantasmé du NPA à casser des abribus. En fait, elle s'appuyait sur une déclaration de Philippe Poutou, qui est toujours très bon à l'antenne, et qui expliquait que la vraie violence, donc c'était face à Roselyne Bachelot, qui expliquait que la vraie violence est la violence sociale et non pas le fait de casser un abribus dont personne n'a rien à faire. Effectivement, ça se situe ailleurs. Donc cette sortie qu'on va écouter me fait quand même m'interroger sur qui invite qui. Alors là, elle est sur le plateau dans les studios de France Bleu. Je me demande si c'est France Bleu qui l'a, elle, invité ou si c'est la Macronie qui l'a envoyé. Mais dans les deux cas, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'on a comme ça des intervenants qui n'apportent rien au débat, qui finissent toujours par s'excuser alors qu'ils ont sorti les pires âneries. Et je pense qu'on les invite quand même pour qu'ils sortent des âneries. Alors c'est à l'instar, par exemple, d'un Stanislas Guérini, dont le charisme est comparable à une espèce de savon mural, qui vient, lui, justifier de violences conjugales perpétrées par ses collègues en disant « Mais non, je le connais très bien, même s'il a été condamné, même si les faits sont avérés, je le connais bien, et ainsi de suite. » Ou d'une Maud Bréjon, porte-parole Renaissance, qui, elle, vient sur les plateaux pour tenir exactement le même discours que le Rassemblement national, à savoir qu'on peut faire un lien évident entre l'immigration et l'insécurité. Je vous laisse écouter Sarah El Haïry. Ce qu'on essaie de construire, c'est pas une majorité présidentielle, c'est un rassemblement, une majorité plus large pour les Français, démocrates et républicaine, qui veut ni bordel ni mensonge, qui veut pas être complice ni coupable demain, malheureusement, de l'effondrement de notre économie, mais aussi de notre société. Vous savez ce qui s'est vu il y a quelques heures juste? Le GUD a appelé à casser du PD dans 3 semaines. Le NPA
appelle à casser les abribus en disant qu'il y a des violences qui ne seraient pas les mêmes. Eh ben moi, je veux ni abribus cassés, ni casser du PD. Donc vous lancez un appel effectivement contre les extrêmes. Le retour de la Queen. Et oui, alors elle me fait parfois sourire, elle me fait parfois rire. Là, elle me fait plus rire du tout. Je ne comprends pas comment on peut en arriver là. Elle va tenir, Ruth Elkrief, des propos absolument mensongers contre Amel Bentounsi, dont je rappelle que le frère a été assassiné, je dis bien assassiné par la police d'une balle dans le dos il y a plusieurs années de cela, qui est candidate pour le Front populaire. Et elle est accusée par un certain nombre de personnes, dont Attal et évidemment toute la bande du Printemps républicain et compagnie, d'avoir tenu des propos, et je pense évidemment à Caroline Fourest, preuve à l'appui bien évidemment. Elle va être accusée, Amel Bentounsi, d'avoir tenu des propos homophobes liés à sa religion présumée, sauf que ce n'est pas elle du tout qui a tenu ces propos, qui les a écrits sur Facebook. Elle a sorti un communiqué pour l'expliquer, et effectivement, après vérification, on s'aperçoit que ce n'est pas elle. Et même Caroline Fourest, dans un de ses bouquins, avait bien précisé que c'était un modérateur qui avait tenu ses propos sur ce forum Facebook et non une modératrice. Donc elle va quand même reprendre et propager de nouveau ce bobard. Heureusement, face à elle, elle a quelqu'un de très bien informé. Je vous laisse écouter. Amel Bentounsi, qui a dit « On ne peut pas reprocher à un croyant d'être homophobe si sa religion le lui commande ». C'est une fake news, madame. Ah, elle a démenti, mais sa déclaration a existé. C'est une fake news, madame. Bon. Elle n'a jamais... Non, madame, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas attribuer à une personne des propos qu'elle n'a jamais tenus. En l'occurrence, c'est ce que vous êtes en train de faire. Elle a fait un communiqué hier, elle a expliqué les choses de manière très simple. Elle a dit qu'elle avait été, je suis désolé de rentrer dans ce type de détails, mais qu'elle était parmi les animateurs d'une page Facebook sur les réseaux sociaux et que ce n'est pas elle qui avait posté ce message et que dès qu'elle a découvert que ce message avait été posté, elle en a obtenu la suppression et elle a demandé des excuses à la personne qui l'avait déposé à sa place. Donc franchement, je vous dis sincèrement, c'est pas correct de faire ça parce que vous jetez une personne en quelque sorte en pâture en lui attribuant des propos qu'elle n'a jamais tenus. Elle a fait un communiqué. Elle a dit à quel point son engagement, là, en l'occurrence, par exemple, contre l'homophobie, était complet et total. Et donc, elle est en accord avec le programme politique. On va vérifier, on est en train de vérifier. Vous pouvez le vérifier, vous allez voir un communiqué qui a été publié hier. Et Jean-Jacques Bourdin a été, disons, l'intervieweur qui a mis le feu aux poudres, toujours dans cette logique, une logique omniprésente durant cette campagne d'assimilation de tout candidat d'origine musulmane, un homophobe, un terroriste, ou je ne sais pas quoi, en fait, c'est-à-dire la diabolisation d'une partie des candidats du Front populaire utilise quelques biais racistes, et là, une fois de plus, ça a été le cas, et c'est Jean-Jacques Bourdin qui s'y est collé. Oui, absolument. Ça m'a fait penser à un cadre, je crois, un jeune cadre d'origine maghrébine qui avait, quand j'étais à Marseille, il avait une belle berline noire. Et quand il s'arrêtait au feu rouge, de manière régulière, il entendait la portière arrière s'ouvrir parce que les gens pensaient que comme c'était un arabe et qu'il avait une grosse voiture, c'était forcément le Uber qu'ils attendaient. Et donc il leur disait, non, écoutez, on peut être d'origine maghrébine et avoir une belle voiture sans être un chauffeur Uber. Là, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'il va appeler Ismaël Boudjekada, qui est un obscur conseiller municipal. Alors, je ne sais même pas s'il est encore, puisque je crois qu'il a été frappé d'inéligibilité, mais qui est extrêmement présent sur les réseaux sociaux et aime bien raconter des histoires, pour le dire très gentiment. Et là, ils vont le présenter, Sud Radio, comme étant un candidat à la députation pour le Front populaire, en l'occurrence la France insoumise, qui est évidemment absolument faux, mais ça va permettre de raconter des belles histoires et de le faire déblatérer sur l'homophobie présumée, supposée de tous les musulmans à travers l'islam, et donc évidemment il va s'en saisir et il va, je vous laisse juste regarder l'image parce qu'on va pas écouter, je vais pas vous infliger ça, il va expliquer que oui, l'islam dit que c'est contre nature l'homosexualité, mais moi je tolère quand même, et puis Dieu reconnaîtra les siens. Enfin, c'est tout un discours complètement délirant, mais qui permet à Bourdin et à Sud Radio d'expliquer que les musulmans sont par nature et par essence homophobes, bien évidemment. Et tout se joue sur les captures d'écran. Oui, tout se joue sur les captures d'écran, tout se joue sur ce qui déblatère sur son compte, ce qu'il raconte sur son compte. Et donc c'est toujours la même mécanique, s'ils sont allés le chercher, on se l'est déjà dit ici, mais s'ils sont allés le chercher, c'est qu'ils savaient qu'il allait dire de la merde, pour parler très simplement, et c'est ce qu'il a fait, donc ils ont obtenu le résultat escompté. Une sorte d'essentialisation de toute une partie de la population. Absolument. Ce qui est juste triste, et je termine là-dessus, c'est que des gens issus de l'immigration, au moins par les parents, se prêtent à ce jeu-là. Je trouve ça extrêmement dangereux.
Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour la célébrité? Alors, on arrive à tes flops du chaos. Oui, j'ai décidé de faire une sous-rubrique de la sous-rubrique parce que... Mais tu es un habituel du fait. C'est vrai. Il y avait un petit moment quand même. J'ai fait une rubrique flop chaos parce qu'on est en campagne électorale tout simplement et que j'ai voulu pointer du doigt les dérives de cette campagne qui vraiment... on a l'impression qu'elle dure en fait depuis 6 semaines alors qu'elle va durer très peu de temps. Il nous reste encore une petite dizaine de jours. Qu'est-ce qui se passe si la gauche gagne? Alors, on va mettre de côté les chars soviétiques aux portes de Paris puisque c'est plus d'actualité, on n'est plus en 81. Là, c'est la société qui va s'effondrer, la France qui va sombrer littéralement. Alors, par exemple, Attal vient nous raconter qu'1 million d'emplois seraient détruits si la gauche gagnait. Sur quoi s'appuie-t-il? On n'en sait rien, mais il nous promet. Ça, on va le répéter pendant toute la campagne. Donc, répéter un mensonge n'en fait pas une vérité. Je vous laisse écouter. On a le taux de chômage le plus bas depuis 25 ans, le taux de chômage des jeunes le plus bas depuis 40 ans, le taux d'emploi le plus haut depuis qu'il est mesuré. 2 500 000 emplois ont été créés depuis 5 ans. Si les projets des extrêmes venaient à triompher dans les urnes, ça serait autour d'1 million d'emplois qui seraient détruits. Et ça, les Français, je pense, le savent. Et en tout cas, on va le répéter pendant toute cette campagne. Et dans le même registre, Agnès Verdier-Molinier de l'IFRAP. Oui, l'IFRAP, c'est une obscure officine ultralibérale en fait, qui passe son temps à fustiger les services publics, à fustiger les dépenses de l'État. Et Agnès Verdier-Molinier, donc, qui est la responsable, très médiatique responsable, pour qui j'ai un faible parce qu'elle finit par m'amuser finalement. J'aime bien l'écouter. J'ai toujours un petit sourire quand je l'écoute parce que ça, c'est tellement énorme et drôle et attendu que voilà. J'essaie de prendre ça par ce biais-là. Là, elle va présenter, donc évidemment, c'est encore le drame, économiquement parlant, si la gauche passe. Et elle va avancer des chiffres, mais écoutez bien, à part le premier chiffre qui est toujours énorme, je crois que c'est 280 milliards, juste derrière, elle va essayer de découper les dépenses induites par ce programme économique de la gauche, mais malheureusement, les chiffres qu'elle avance sont extrêmement faibles au regard du budget de l'État. Je vous laisse écouter. Écoutez, on est encore en train de chiffrer à la Fondation IFRAP le programme du Front Populaire, mais on arrive déjà à 217 milliards de dépenses annuelles. 217 milliards, c'est un peu moins que ce qu'on avait chiffré en 2022 pour la présidentielle. On était à 259 milliards de dépenses annuelles supplémentaires. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas du tout finançable. C'est 53 milliards de dépenses pour revenir à la retraite à 60 ans tous les ans. C'est une augmentation du RSA, en fait, une sorte de RSA jeune de garantie d'existence à 14 milliards d'euros par an. C'est une augmentation de l'allocation adulte handicapé au niveau du SMIC qui coûterait 9 milliards d'euros par an. Donc, on est clairement dans des dépenses gigantesques, alors qu'en même temps, on est déjà à 92 milliards de déficit pour cette année. Alors, dans le même registre, on a un confrère de la presse espagnole qui va venir raconter de manière assez équilibrée que la droite peut passer, la gauche peut passer, que si la gauche passe, pourquoi pas, et ainsi de suite. Et puis, il va chuter de manière complètement incompréhensible par l'expérience du Front Populaire dans son pays. Et voilà tout simplement ce qu'il va dire, à savoir qu'en 1936, le Front Populaire aurait amené la guerre civile. C'est un tout petit peu l'inverse. On l'écoute. Mais sincèrement, que ce soit l'extrême droite, que ce soit le Front Populaire, ça va être très compliqué pour la France dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Les Front Populaire en Espagne, en 1936, nous amenaient la guerre civile. C'est pas ce qui s'est passé. Non, c'est pas ce qui s'est passé. C'est comme si on reprochait, je sais pas moi, c'est comme si on reprochait aux Tziganes d'avoir déclenché la Seconde Guerre mondiale et d'avoir été ensuite déportés. Enfin, on peut pas parler des victimes comme étant les responsables du conflit. C'est complètement fou. Donc voilà, je trouve ça un peu léger, un peu étonnant, mais c'est malheureusement beaucoup dans l'air du temps. Et tu veux parler d'un des éditocrates économiques de BFM TV désormais? Oui, alors attention, pas BFM TV, BFM Business. C'est la Rolls du cercle BFM. C'est Nicolas Dose, évidemment. Alors lui, c'est l'écroulement. Alors il manque évidemment la pluie de grenouilles, il manque toute une série de choses. Mais enfin, il fait quand même le job et il va nous raconter ce qui va se passer si la gauche, par malheur, pouvait faire un score important. Je vous laisse écouter. On applique ce programme. Il se passe quoi? Alors, explosion totale des déficits, mais aussi de la dette publique, parce que les dépenses ne suffiront pas face aux recettes. On verra augmenter le taux d'emprunt de la France, c'était évident. Et puis surtout, on ne respectera pas nos engagements budgétaires européens, mais à un point où ça pourrait commencer à abîmer la patience des pays les plus frugaux de la zone euro. Voilà. Ensuite, hausse du chômage des peu qualifiés avec la hausse de SMIC, c'est sûr. Perte de compétitivité des entreprises, c'est sûr. Exil fiscal programmé avec un tel séisme politique, le capital qui est mobile, une bonne partie effectivement s'en ira. Terra Nova, il y a 2 ans, qui est un think tank classé à gauche, avait qualifié à l'époque le programme de la NUPES de désastre prévisible. L'histoire se répète.
Alors c'est un classique, il n'y a pas de surprise particulière, mais c'est toujours amusant de l'entendre hurler avec les loups. Et on ferme cette rubrique avec Bruno Le Maire. Ah là là là, Bruno Le Maire, dont on connaît l'excellentissime bilan, lui aussi va aller de son refrain. Alors, Rebelote, il n'est pas, alors je ne vais pas vous mettre toute la séquence, mais Rebelote, il n'est pas repris tant que ça sur le bilan qu'il va dresser de la France Insoumise, puisqu'en fait, derrière, c'est la France Insoumise qui est vraiment visée, du Front Populaire, en cas de victoire. Et voilà, je sais pas s'il croit lui-même à ce qu'il raconte. Je vous laisse écouter. Une allocation pour les plus jeunes, taxer les plus riches. Jean-René Baudot. On peut toujours promettre qu'on va raser gratis. On peut toujours promettre que le salaire moyen sera 2 000 € pour tout le monde. On peut toujours promettre qu'on va indexer les salaires sur l'inflation. Mais il faut en tirer les conséquences. Et je le dis avec beaucoup de gravité à tous les électeurs de centre-gauche, à tous les sociodémocrates qui savent qu'il y a une économie, qui savent tout simplement qu'il y a une réalité économique. Et qu'en général, quand on oublie la réalité économique, elle se rappelle cruellement à vous. Après 1981, et les folies de François Mitterrand, il y a eu 1983 et le tournant de la rigueur. Quand vous faites 1981 puissance 10, quand vous faites 1981 en 2024, attendez-vous au pire économiquement. Le retour du chômage de masse avec l'indexation des salaires et le SMIC à 1 600 € net. La faillite des comptes publics avec l'augmentation de 10% du point d'indice. La retraite à 60 ans qui est absolument impossible à financer. Tout ça se traduira, et je le dis avec plus que de la gravité, avec vraiment de la peine pour la France. Voir que des partis politiques de gauche peuvent encore proposer un programme qui est aussi décalé par rapport à la réalité du monde, ça me consterne. Et donc, là aussi, il manque la pluie de grenouilles et le retour sur scène de David et Jonathan. On arrive à la rubrique Microscope. Et tu la consacres à Cyril Hanouna. Oui, alors j'avais émis depuis le début de cette chronique, depuis le mois d'octobre, j'émets des réserves sur Hanouna parce qu'il souhaite à tout prix qu'on parle de lui et moi je préférerais ne pas parler de lui et j'en parle le moins possible, voire quasiment pas. Là, effectivement, depuis l'arrivée d'Hanouna, notamment sur Europe 1, pour 2 semaines, juste pour 2 semaines, c'est-à-dire le temps des législatives, c'est-à-dire c'est complètement assumé par Bolloré, il dégage Sophie Davant, qui avait une émission un peu légère, un peu sympa, pour venir 2 heures par jour asséner la doxa, la vérité de l'extrême droite, et je trouve ça extrêmement dangereux. J'espère que les autorités s'auto-saisiront de cette anomalie qui, pour moi, devrait compter dans le temps de campagne électorale plein et entier. Donc voilà, on va déjà voir l'image. On va commencer par la fin, donc par l'arrivée lundi après-midi, d'Hanouna sur Europe 1. Donc Sophie Davant est dégagée. Elle a 1 heure pour faire ses cartons. Donc je vous laisse voir le message qui a été posté. C'est pas elle qui l'a posté, c'était une proche. Depuis cet extrait a été retiré, d'où l'intérêt de le montrer. Ça a été fait avec une violence particulière qui montre bien la manière dont fonctionne Hanouna dans toutes ses émissions, puisque malheureusement, il a énormément d'heures d'antenne par jour. Et la manière dont fonctionne le système Bolloré également. Et le système Bolloré, mais ça n'est qu'un valet, qu'un servant du système Bolloré, donc un servant zélé du système Bolloré. Alors cette humiliation, elle va aller encore plus loin, puisque Sophie Davant va devoir organiser elle-même de manière enthousiaste le passage d'antenne à celui qui la dégage. Et ça va aller jusqu'à un contact physique qui, moi, me pose littéralement question. Je vous laisse regarder. On change de programme l'après-midi sur Europe 1 en raison de l'actualité politique. La direction de l'antenne a décidé de consacrer ces 2 heures à des débats et des échanges en vue des élections législatives qui se tiendront dans 2 semaines maintenant. Donc j'accueille Cyril Hanouna sur l'antenne. J'embrasse les auditeurs qui m'ont suivi tout au long de l'année. Je leur donne rendez-vous à la rentrée et juste vous dire que j'ai passé une année formidable en votre compagnie. Cyril, bonne chance. Merci Sophie, t'es un amour. Je peux te faire un petit bisou? Oui, bien sûr. Non, merci, ça va me porter chance. Bonne chance pour ces 2 semaines qui risquent d'être mouvementées. Exactement, merci. Je suis pas sûr dans cette scène que Sophie Davant aurait spontanément accepté de se faire embrasser par Hanouna avec les petits mots gentils qu'il aime bien dire. Je trouve ça vraiment extrêmement déplacé, pour pas dire un tout petit peu plus. Alors qu'est-ce qui se dit dans cette émission, cette nouvelle émission, puisqu'on connaît, tout le monde connaît évidemment Touche pas à mon poste. Je vais pas vous infliger plus que ça d'extrait, mais je trouve que Zemmour résume parfaitement le ton de l'émission, et ce qu'on va entendre là, je pense qu'on va l'entendre pendant les 10 prochains jours également, c'est-à-dire les cibles habituelles de l'extrême droite, résumées ici en quelques mots, donc par Zemmour qui est face à Hanouna en service commandé. Je vous laisse écouter. La gauche, c'était la classe ouvrière. Et il se mettait derrière la classe ouvrière.
Aujourd'hui, la gauche se met derrière le peuple arabo-musulman, avec ses alliés woke, ses alliés bobos, et Mélenchon, c'est le Staline de ce nouveau peuple, vous comprenez? Et aujourd'hui, il faut bien comprendre que si nous avons Mélenchon au pouvoir, ça sera l'URSS, parce que ça sera les mêmes erreurs qu'en 81, mais ça sera pire qu'en 81, parce que ça sera l'URSS et la charia. Alors je vous ai dit que j'allais pas vous asséner des extraits à ne plus savoir qu'en faire de Touche pas à mon poste. Celui-ci quand même me semble intéressant puisqu'il est avant-coureur de l'émission d'Europe 1 du coup, puisque Hanouna va appeler, alors qu'il est face à Knafo, donc Sarah Knafo qui était candidate aux européennes et qui est accessoirement la compagne et l'ex-directrice de campagne de Zemmour. Il va appeler Bardella en direct et lui passer et organiser en passant évidemment un cirque médiatique total. Je vous laisse écouter. Bah voilà, on appelle Jordan Bardella, que je voulais que je vous dise. Il y a une chance qu'ils répondent plus que... Il faut le faire. S'il y a d'autres gens qui veulent passer des coups de fil, n'hésitez pas. Hein. Voilà, bah écoutez, on va tout faire. Il y a tous ces conseillers qui doivent lui dire ne réponds surtout pas. C'est un traquenard. Attendez, vous allez lui laisser un message. Vous pouvez lui laisser un message. D'accord. Sarah, vous pouvez lui laisser un message. Bah, le message est laissé. Attends. J'attends la messagerie. Attendez. On attend la messagerie. Cette séquence est... Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. Donc je dis, Jordan, on se connaît depuis qu'on a 17 ans. On s'est rencontrés quand on avait 17 ans. Tous les deux, on vient de Seine-Saint-Denis. Tous les deux, on a des parents issus de l'immigration qui sont arrivés en France. Je pense qu'on a des différences. On ne fait pas partie du même parti. Nos différences, on les gardera. Mais là, on a une chance unique. Et qu'est-ce que tout cela nous dit finalement, Mourad ? Tout cela nous dit que ça pose problème. J'ai beaucoup de gens, je lis énormément en ce moment les commentaires, il y a beaucoup de gens qui sont très anxieux depuis les résultats des européennes. Et là, ça vient ajouter à l'anxiété, non pas parce que... Hanouna, par exemple, aurait changé, au contraire. Mais simplement, il est en roue libre et il jouit d'une impunité qui pose littéralement question. Et ça, c'est ce que je peux observer à chaque fois, c'est que les gens se demandent pas, ne fustigent pas tellement Hanouna parce qu'on le connaît, mais s'interrogent de savoir comment ça peut fonctionner, comment ça peut continuer et comment ça peut s'amplifier. Quand on voit les plateaux avec des Véronique Jeunesse qui ont une analyse politique proche du néant, voire même à le doigt des poings, je pense, venir discourir sur la vie politique française, je ne comprends pas quelle légitimité elle a d'une part et comment on peut avoir de manière aussi monolithique des plateaux ou des studios qui soient à charge contre la gauche de manière impérative, puisque les gens viennent pour ça, ils sont payés, les chroniqueurs qui viennent de chez Hanouna, d'ailleurs ils viennent de chez TPMP sur Europe 1, sont payés pour ça et donc font le job de manière éhontée sans qu'il y ait de régulation nulle part. On attend une réponse peut-être de l'Arcom ou de la justice, on ne comprend pas, on le saura peut-être après le second tour. Et tu as un coup de cœur. Oui, alors mon coup de cœur cette semaine va au livre de Régis Guyotat, L'homme aux passe-montagnes, qui est un livre malheureusement d'histoire très, très contemporaine, puisqu'on parle ici de l'histoire humaine de l'immigration, en gros, à la fin des 30 Glorieuses, donc on est fin des années 60, début des années 70, et il va raconter, puisqu'il habite Orléans, c'est l'ancien correspondant du Monde à Orléans, il va raconter la vie de ces personnes, de ces milliers d'immigrés algériens, portugais, marocains, qui sont venus évidemment reconstruire et relancer l'économie du pays et dont on n'aura plus besoin au moment du choc pétrolier. Et il va raconter que Orléans n'est pas seulement, Édouard Morin l'a raconté, la ville, une ville qui a connu l'antisémitisme au travers de la rumeur d'Orléans. On racontait que les patrons des magasins de fringues à Orléans, juifs évidemment, en prenaient les femmes qui venaient essayer des affaires dans les cabines. Il y avait une trappe, ils prenaient ces femmes, elles partaient vers la Loire et là il y avait un sous-marin qui les emmenait vers les pays du Golfe pour la traite des Blanches, enfin un truc complètement différent, mais qui a duré vraiment très longtemps. Oui, non, alors en plus, Orléans a aussi été, et peut-être encore, une ville frappée par le racisme, puisqu'ils ont vécu vraiment dans la misère, dans le racisme profond d'une partie de la population. Et voilà, je trouve que c'est d'actualité, et surtout, il parle des hommes, des femmes, des enfants, il ne parle pas de chiffres, et c'est donc Régis Guyotat, L'homme aux passe-montagnes, histoire humaine de l'immigration, et c'est dans la collection Roguin
gain de lecture. Et on conclut ce numéro avec les remerciements. Oui, c'est des remerciements. Alors, je le fais toujours avec grand plaisir, d'autant qu'il y a beaucoup de retours de la part des internautes et je les remercie vivement. Je pense évidemment à Nathalie Saint-Cric et son petit papier Jean-Luc Mélenchon que nous avions sorti la semaine dernière et qui venait de l'une de nos internautes et vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Alors, ces remerciements cette semaine vont à Idir de Montreuil, pas si loin que ça, Ham, H-A-M, No Pas Saran, Sérigne Blom avec 2 M, Sombre Magus, José Fir, PHYR, GG Bobo 33, Adrien du Média TV et ses fameux 1200 signes, il se reconnaîtra et je le salue pour son travail, Tom Riddle avec 2 D, L'écho du bitume, alors ça c'est un compte très sérieux et très important par ailleurs, puisqu'il se fait l'écho des gens qui sont à la rue, un peu comme d'autres comptes comptabilisent par exemple et racontent la vie des morts au travail. Lui le fait ou elle le fait sur les gens de la rue. Sidonie Isim Vix, Jérôme de Saint-Cyr-en-Val, Valérie d'Orléans qui milite par ailleurs à Attaque 45 et une association pour terminer qui s'appelle Les Salamandres n'aiment pas le béton et qui dans le Loiret milite contre une bétonisation d'un coin de forêt absolument magnifique, un coin de terre humide qui j'espère sera sauvé de la folie des hommes. Merci Mourad. Et merci à vous d'avoir regardé l'œil de Moumou sur le média, sur le canal 350 de la Freebox, sur YouTube ou sur notre site internet. Le média, votre média, on le rappelle, ne vit que des abonnements de soutien et des dons de celles et ceux qui l'aiment. Si vous le pouvez, allez sur lemediatv.fr/soutien et donnez-nous de la force. Donnez-vous de la force. Restez connectés aux médias.